mes amis, nous sommes le mardi 25 février. Je reçois Michel Goldstein, vous le connaissez. Il a été un membre actif de la liste Restez libre. Prenons-nous en main. Prenons-nous en main, effectivement, aux élections européennes. Il va nous parler de lui petit à petit, mais on le reçoit aujourd'hui pour parler de la fin de la chaîne C8, parce que ça suscite en toi beaucoup d'acrimonie. Il se trouve que hier, dans notre émission Chaos Global avec Édouard Husson, nous évoquions, moi, mes limites, parce que C8 n'a jamais été sympa avec nous, et C8, de mon point de vue, la chaîne de notre camarade Vincent Bolloré, de mon point de vue, a eu une attitude qui est extrêmement équivoque vis-à-vis de tout ce qui ne pense pas comme elle. Mais toi, tu as un autre point de vue, et donc nous allons faire un débat avec une confrontation de points de vue. Michel va dire pourquoi il n'est pas d'accord avec moi. Il ne sait d'ailleurs pas pourquoi forcément je ne suis pas d'accord avec lui, mais nous allons avoir un vrai débat, c'est-à-dire nous allons donner la parole aux oppositions, et nous allons dire entre nous pourquoi nous ne sommes pas d'accord sur un certain nombre de sujets. Alors, qu'est-ce qui te chagrine? Vas-y. Alors déjà, je suis d'accord avec toi. Sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Le fait qu'on n'est pas d'accord, mais surtout par rapport à Bolloré. Moi, Bolloré, quand il a pris les rênes de Canal+, j'ai été horrifié parce que je ne m'attendais pas à autre Regarde chose. La caméra, parce que tu n'as jamais fait de télé. Ah oui, effectivement. Oui, mais les règles de caméra. C'est parce que tu es si beau que je suis obligé de te regarder. C'est une émission hétérosexuelle. Ah ouais, c'est une blague. Oui. Faut un peu de plaisanterie ne fait pas de mal. Non, effectivement, quand j'ai vu que Bolloré avait pris Canal+, j'ai été très inquiet, connaissant quand même le bonhomme. C'est pas quelqu'un, et je te rejoins là-dessus, qui est pas vraiment sympathique quand on voit comment il a exploité les ports en Afrique et tout ce qu'il a pu faire vis-à-vis d'une population africaine qui m'a beaucoup remué. Il est de gauche. Non, je suis pas de gauche, je suis un humaniste. C'est pas du tout la même chose. Ça veut dire franc-maçon ou pas? Pas du tout. Oui. Non, pas du tout. Reconnais, avoue tes crimes. Non, pas du tout. Être humaniste, c'est de se préoccuper de l'autre. Et de savoir partager. C'est très important pour un certain nombre de gens qui pensent qu'un franc-maçon doit être brûlé en place de grève. Est-ce que tu as été franc-maçon? C'est quelque chose qu'on ne dit pas, tu sais très bien. Bah, j'en sais rien, moi je l'ai dit. Moi j'ai dit que j'avais eu un engagement maçonnique. Mais tu sais, simplement que... Une chèvre, on va le torturer. Non, on va pas me torturer. Tu sais, quand je suis un journaliste tout d'abord. Et en tant que journaliste... Redis-nous ce que tu as fait comme dans ton parcours de journaliste. J'ai un parcours exemplaire, je pourrais dire, dans le service public. Puisque j'ai fait toute ma carrière dans ce grand service public. Le mec qui met exemplaire, service public, l'un à côté de l'autre. Oui. Là, on part de loin. Hein. Ça, c'est sûr. Non, j'ai débuté à Radio France, à France Inter, à France Info Radio, pour ensuite être allé... Radio Paris avant 44 ou pas? Non, là tu me vieillis un peu trop. Je suis encore jeune, tu sais. Et ensuite, je suis rentré dans le réseau de France 3 au moment où j'ai refusé, à l'époque, de rentrer à Canal+. Alors que j'ai peut-être fait un très mauvais choix parce que je serais riche avec les stock options de l'époque. Pas quand on s'appelle Goldstein, on est riche. Il y a encore de la caricature. J'ai l'habitude, j'ai connu ça toute ma vie, donc pour moi, c'est pas une surprise. Il y a un abruti qui dit que j'aime pas les juifs. Ah bon? Ah oui, qui reste abruti. J'en invite même un. Est-ce que tu aimes les juifs? Écoute, je ne connais pas, mais j'imagine qu'en dehors de toi, c'est une blague. Oui. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc j'ai refusé de rentrer à Canal+, et donc je me suis retrouvé à France 3 Lille. Donc, ça, c'était la punition. Mais tu avais essayé de te faire passer pour handicapé, et tu as été démasqué. Non, parce que j'ai eu la chance quand même, quand je suis arrivé à France 3 Lille, de présenter le journal avec Evelyne Thomas. Je ne sais pas si tu te souviens d'Evelyne Thomas. Elle était blonde ou brune? Non, elle était brune, belle brune, merde, j'ai raté. Qui a eu une carrière... J'ai retenu que les blondes. Ah oui, qui a eu une carrière assez importante, puisqu'elle est rentrée à Réservoir Prod et a été coachée par
de la rue à l'époque. Et elle avait une émission qui marchait très 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 bien sur le service public. Donc, c'était quoi son émission? J'ai oublié le Ah titre. bah bravo, ça marchait très bien. Non, mais elle marchait très bien. En tout cas, elle a eu une belle carrière. Bon, donc la mienne s'est un peu éteinte parce que je me considère comme étant un journaliste et non... je n'ai jamais cherché ni la lumière, ni être une vedette, parce que pour moi, être journaliste ne veut pas dire être une vedette. Donc, j'ai fait une Donc, tu as raté ta vie. Ah, pas du tout, je suis même très fier. C'est une blague. Je suis très très fier de mon parcours de journaliste qui a longtemps été celui donc d'un enfant, parce que je peux dire que j'ai été un enfant du service public et surtout de France Info Radio. Donc après, Pupille de la nation, au fond. oui, si on peut dire. De la nation médiatique. Et surtout, j'ai continué à évoluer. J'ai eu la chance après de rentrer au service politique de France Télévisions, au service culture. J'ai dirigé aussi le service des sports, jusqu'à... Service des sports de France Télévisions. De France Télévisions. À l'époque, ça regroupait quoi comme entité? Alors, le service des sports a été la première fusion en réalité de France 2 et de France 3. Il n'y avait qu'un service unique. Et il n'y avait pas France 5, France... Non, c'était France 2 et France 3. Voilà. Donc j'ai eu beaucoup de chance de faire beaucoup d'Olympiades. J'ai couvert des gros événements. Mais La oui. chance. Ah oui. Mais attends, J'ai fait le tour du monde ce aussi. que tu dis pas, c'est que tu es quand même très fouteux. Oui, ça je le dis pas, mais bon, parce que j'ai eu une petite carrière de footballeur semi-professionnel, puisque à l'époque, quand on jouait en deuxième division, on était des Tu semi-professionnels. jouais dans quel club? À Béziers. Et j'allais signer à Montpellier au moment Béziers, quoi. où j'ai eu une grave blessure au genou. J'ai eu 2 fois les ligaments croisés qui ont stoppé ma carrière. Et donc je me suis consacré. Tu jouais à quel poste? J'étais ailier droit, j'étais attaquant. Tu aidais à marquer des buts ou pas? J'en marquais et j'aidais à marquer des buts. Mais j'ai préféré à ce moment-là, après mes blessures, me consacrer à mes études, donc pour devenir journaliste. Voilà. Mais Il faut faire des études pour devenir journaliste? Non, arrête. tu sais, je vais te dire quelque chose qui va C'est peut-être comme te chauffeur surprendre. Uber, non? Avant les journalistes... Il n'a pas coupé son téléphone. Ah oui, avant les journalistes... Oh, allez, il est journaliste, il n'a pas coupé son téléphone avant l'émission. Ah, oui, c'est une faute professionnelle. T'es viré, you're fired. Ok. Être journaliste, je trouve, quand moi j'ai débuté, il y avait beaucoup de personnes qui venaient de tous les milieux et qui avaient fait des études complètement différentes. Ce qu'on leur demandait surtout, c'est d'avoir une écriture, une construction, un style, une culture. Et quand sont arrivées les écoles reconnues par l'État, dont j'ai fait partie, on est devenus des clones. Oui, voilà. Et ça a été la naissance de France Info, puisqu'il y avait le style France Info. Et j'ai été avec marqué... cette diction agaçante. Voilà. Donc, bon, je m'en suis échappé. Alors, je suis effectivement, après, quand j'étais au service politique, au service culture de France Télévisions, j'ai souvent été rattrapé par le sport, parce que des patrons de chaîne, sachant mon parcours sportif, m'ont toujours un peu attiré. Donc, quand j'étais à Radio France, c'est Jacques Vendroux qui est venu me chercher pour faire des multiplex, donc pour commenter des matchs de football. Ensuite... C'était quelqu'un... Non, on en reparlera tout à l'heure. Continue ta narration. Ensuite, j'ai été au service des sports, à la naissance donc de cette fusion du service des sports entre France 2 et France 3. C'est Jean Réveillon qui a été le patron des sports et que j'avais connu quand il était directeur de France 3 Lille et qui m'a attiré à Paris pour que je puisse venir au service des sports. Voilà. Et j'ai fait une grande partie de ma carrière au service des sports. Le service des sports qui m'a permis... Comme Pascal Praud.
On était concurrents. Moi, je connais bien Pascal. On a été. Il est plus chevelu que toi. Ça, c'est vrai. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Moi, c'est héréditaire. Bon, j'y peux rien. Lui aussi, c'est héréditaire. C'est vrai. Et donc, j'ai fait une grande partie de ma carrière donc, au service des sports. Et le service des sports m'a permis de faire une chose que maintenant, je pense que beaucoup de journalistes ne feront pas, ne feront plus. J'ai fait au moins 2 fois le tour du monde. Donc, j'ai été À la voile? Non. En train? Ni à avion vapeur. En avion, souvent. Ah, que vraiment? C'est toi qui pilotais? Non, je Ah, ne bah pilote voilà. pas, même si j'ai mon brevet de pilote. J'ai eu la chance d'aller dans des pays dans lesquels je n'aurais, je pense, jamais été de moi-même. Le Donc, Luxembourg. Non, Ça le fait marrer chaque fois. La Géorgie, la Lituanie, alors que maintenant, bon, on y va beaucoup plus, mais j'ai eu aussi l'occasion d'aller en URSS avant que le mur tombe. J'ai été au moment aussi en Allemagne de l'Est. Bon, voilà, j'ai découvert quand même des pays et c'est le sport qui m'a permis de le faire. Et ma consécration, entre guillemets, on va y venir à ça, c'est qu'il y a 4 ans, je me suis présenté à la présidence de France Télévisions pour déloger Delphine Ernotte, qui est malheureusement, parce que je dis malheureusement, parce qu'elle fait beaucoup de mal au service public. Ouf. Ah si. Elle est si jolie. Oui, ça c'est ton point de vue, qui n'est pas le mien. J'ai donc été retenu il y a 4 ans pour être, il y a eu énormément de candidats, 6 ont été retenus pour être auditionnés par le CSA, qui est maintenant devenu l'ARCOM, et malheureusement, je n'ai pas pu, même si j'avais un très bon dossier selon le président du CSA de l'époque, je n'ai pas été retenu. Olivier Mestre. Conseiller d'État. Énarque. Oui, enfin, conseiller d'État surtout. Donc, moi, je suis énarque, j'ai pas été conseiller d'État. D'accord, mais. Je suis une merde. Non, toi, tu es un énarque repenti, c'est pas la même chose, je pense. Après avoir vendu beaucoup de drogue. Je pense que. C'est une blague. Je pense que les énarques sont au service de l'État. Mais si. Bon, alors, continue, parce que tu vas dire des conneries. Encore. Non, je vais encore devoir te gourmander. Ou me censurer. Attention, parce que je suis contre la censure. Et je me suis donc présenté à la présidence de France Télévisions. Je n'ai pas été retenu. Et suite à ça, vu mes relations avec Delphine Ernotte, j'ai négocié mon départ. Voilà. Bien négocié. J'ai négocié mon départ. T'as acheté un château dans la Loire. N'essaye pas parce que j'ai dire des conneries parce que j'ai pas envie d'avoir le fisc sur le. Ah bon, voilà, mais t'as racheté. Je n'ai rien racheté. Le château d'un mec qui dit que je suis alcoolo, tu l'as racheté dans la Loire. Lui, il l'avait acheté grâce à l'argent des oligarques russes. Et toi, tu lui as repris, mais tu t'es fait avoir parce que t'es moins doué que lui. Ouais, oui. Bon, celle-là, elle est faite. Alors, vas-y, allez, j'arrête de te taquiner. Et donc, C8. Alors, C8. Eh oui. C'est vrai que C8 va s'éteindre vendredi. On va avoir un écran noir. Alors je suis assez partagé sur C8. Ah, le menteur, tout à l'heure, tu disais que tu étais vent debout contre la fermeture de C8. On va être précis. Moi, c'est une émission... une chaîne et surtout une émission qui ne touche pas à mon poste. Alors c'est quand même dingue qu'on ait réduit une chaîne. Si tu me permets d'intervenir comme un éléphant dans le magasin de porcelaine, mais déjà, ce qui me retient dans ce que tu dis, c'est que tu réduis une chaîne à une émission fétiche. Est-ce que ça, c'est bien? Alors, sur une chaîne, il y a toujours une émission fétiche et une émission qui fait et qui porte, grâce à son audience, cette chaîne. France 2, c'est quoi l'émission fétiche de France 2? France 2, il n'y en a aucune. Non, voilà. Et France 3 longtemps, ça a été le journal régional qui a supprimé Delphine Ernotte. Voilà, et donc maintenant, il reste quoi comme émission fétiche sur France 3? Je sais pas, parce que je regarde plus beaucoup le service public, parce qu'il ne m'intéresse plus. En fin de compte, la télévision, malheureusement, ne m'intéresse plus. Je pense qu'on est tombé dans une médiocrité. Comment? Vas-y, continue. On est tombé dans une médiocrité télévisuelle
Mais qui est choisi. Bien sûr. Pour rendre les gens de plus en plus abrutis. Non, avachis, on dit sur cette chaîne. Bon, avachis, oui, c'est vrai. Voilà. On n'a jamais eu autant de chaînes de télévision. Sur un bouquet, on en a près de 400. Il n'y en a quasiment aucune qui soit intéressante. Alors je mettrai un petit peu de côté Arte, parce que Arte, il y a quand même quelques émissions qui sont intéressantes. Puis tu aimes bien l'Allemagne. Sans rien à voir. Mais c'est surtout les contenus. En fin de compte, les chaînes de télévision ont aussi que ce soit TF1, que ce soit même le service public, que ce soit M6, ont des filiales, c'est-à-dire d'autres chaînes sur la TNT. Qu'est-ce qu'elles font? Elles font du recyclage. Il n'y a aucune vraiment construction de vouloir faire de la vraie télévision. On n'est que dans du recyclage. C'est aussi une question de coût. Mais alors, c'est pas la peine. Dans ces cas-là, c'est pas la peine. Revenons à une télévision avec 3 chaînes et de qualité. Là, on fait du recyclage. On te repasse du Colombo, on te repasse des émissions qui ont 30, 40 ans. Est-ce que ça peut intéresser les gens? Pour moi, on est tombé dans une médiocrité. Et quand je me suis présenté à la présidence de France Télévisions, moi, mon cheval de bataille, c'était de ramener les jeunes à la télévision. Et j'avais proposé dans mon programme de parler par exemple de e-sport. Et quand j'ai eu les sages en face de moi... Qu'est-ce que tu appelles e-sport? C'est le sport gaming. Le gaming, ouais, qui marche très bien auprès des jeunes. Quand il y a des compétitions, ils remplissent Bercy en même pas 4 heures. C'est énorme. Et ça aurait pu ramener les jeunes sur le service public. Puisque on voit bien que la télévision, maintenant, c'est plutôt les 50, 65 ans, voire plus. Les jeunes ont déserté la télévision. Ce qui fait qu'en proposant du e-sport, alors moi j'ai eu des sages qui m'ont ri au nez quand j'ai proposé ça. Ah bon? Ah oui, ils se sont foutus de moi. Les sages, c'est-à-dire les membres de l'ARCOM. Du CSA à l'époque. Du CSA. Encore, ouais. Qui ont rigolé. En me disant, de toute façon, c'est pas possible, il faut faire passer une loi, parce qu'on n'a pas le droit de diffuser, parce que tout est toujours compliqué en France, hein. Il faut toujours faire passer des lois pour que quelque chose soit mis à l'antenne. Alors, il y a d'autres télévisions privées qui l'ont fait, et ça marche très bien. Donc, on veut rester sur un service public qui est un service public, pour moi, maintenant devenu un service public de militants, qui est devenu un service politisé, et qui n'est pas au service du public. Donc, on est en train d'un peu de s'égarer. Je vais revenir à C8. C8, puisque ton mouvement pour défendre C8 me paraît héroïque. Alors, pour qu'on soit clair, ce n'est pas ma tasse de thé. Ni de café. Parce que, qui est visé pour éteindre C8? Toi, tu réduis C8 à Hanouna. Oui, parce que c'est lui qui est visé. Et Bolloré derrière. Il faut regarder ce qui en est. C'est Hanouna qu'on veut faire tomber. Hanouna, c'est quelqu'un... Une certaine conception de la télé incarnée par le tandem Bolloré-Hanouna. Tout à fait, tout à fait. Alors moi j'ai eu l'occasion de côtoyer Hanouna quand il était sur France 4 à ses débuts, puisqu'il était sur le service public. Il est sympa? Je n'irai pas jusque-là. Non, c'est quelqu'un de très, très particulier. Je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement ambitieux, c'est quelqu'un qui est un peu mégalomane, qui a du talent, parce que je pense qu'il a quand même du talent en tant qu'animateur. Moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Je trouve que son émission est une émission totalement vulgaire, où il se lâche, où il sort des fois vraiment n'importe quoi. Quand il dit, moi j'ai le numéro de téléphone direct de Macron, je peux l'appeler. Bon, il passe son temps à se faire mousser. Il insulte et humilie ses chroniqueurs. Oh, arrête. Ah, je vais me faire l'avocat du diable. Ah. Attends, ces chroniqueurs, ils sont payés. Oui, mais c'est pas une raison pour être humilié.
Bon, il traîne plus bas que terre. Du chèque de fin de mois, non? C'est une mise en scène. Oui, mais bon. Les mecs ne se sentent pas humiliés quand Hanouna leur marche dessus. Ça fait partie de l'exercice. Ah, mais moi, je n'accepterai pas ce genre de choses. Bon, ça ne m'intéresse pas. Mais d'ailleurs, tu n'es pas chez Hanouna. Non, je pense que je n'y serai jamais. Il y a des chances. Avec la fermeture annoncée de C8, il y a des chances. Oui, mais il va rebondir. Est-ce que tu crois touche pas à mon poste, va aller sur une autre chaîne de la TNT du groupe Bolloré. Tu verras, je pense que c'est... Mais il reste quoi de Bolloré sur la TNT? Il reste pour l'instant pas grand-chose, mais ils vont pouvoir repostuler parce qu'il va y avoir un nouvel appel d'offres. Appel d'offres, donc on verra si ça fonctionne ou pas. Mais de toute façon, il va rebondir. Je me fais pas de soucis. Il a même, ça me fait rire parce qu'il a été cassé par toute une presse, mais il a été courtisé par M6, il a été courtisé même par le service public, alors que il y a eu un complément d'enquête qui a été fait sur Hanouna à charge. Que j'ai trouvé scandaleux parce qu'il suffit, le mec il suffit qu'il dise à quelqu'un ce que tu fais va pas pour qu'on dise t'es un exploiteur, t'es un esclavagiste quoi. Non mais en plus est-ce que c'est au service public d'aller faire ce genre de sujet sur un animateur concurrent? Ça s'appelle du dénigrement commercial. Exactement, donc voilà, et tout ça moi ça ne me plaît pas, donc touche pas à mon poste. Je voudrais quand même, parce que moi je suis pas d'accord, parce que plein de gens m'accusent d'être arrogant. Et c'est vrai que je suis arrogant. Mais si, je l'assume pleinement. Mais j'aime pas l'expression Hanouna, c'est vulgaire. Il parle à des gens. Moi, j'aime pas ce qu'il fait parce que je trouve qu'il les manipule. Mais je dirais pas que c'est vulgaire. Voilà. Parce que c'est pas ce qu'il te faut. Moi, je viens des petites gens. Et les petites gens, ils ont le droit d'avoir des gens qui leur parlent sans être stigmatisés sur ces. Qu'est-ce qu'il y a de vulgaire chez Hanouna? Il te sort des blagues de second. J'ai jamais regardé. Je fais une confidence. J'ai jamais regardé. Moi, j'ai regardé, donc je peux parler. Moi, ça ne me plaît pas. C'est très vulgaire. C'est graveleux, c'est vulgaire. C'est marrant. Mais non, c'est pas marrant. Non. Mais alors après que je suis d'accord avec toi. Si ça plaît à des gens, tant mieux. Il fait de l'audience. Donc, je suis contre la fermeture. Tu comprends? D'accord, oui, mais parce que pour moi, c'est une censure. Oui, mais ça, c'est mon point de vue. Donc, c'est un point de vue que je défends. Moi, je ne regarde pas. Allez, chauffe, Michel, chauffe. Non, mais je ne regarde pas. J'ai pas envie de regarder. Mais s'il y a des gens qui ont envie de regarder, je trouve que de censurer, alors que c'est une chaîne qui a eu énormément d'amendes, on peut dire peut-être à juste raison, mais de la fermer, c'est un vrai règlement de compte. Donc ça, moi, ça ne me plaît pas. Parce que... Je réfléchis en même temps que je fais la partie pour te déstabiliser, parce que c'est une technique de... Oui, tu sais... Je trouve que cette émission, on devrait l'appeler Eric et Michel. Alors, il y a eu une autre émission avec Michel, mais... Oui, Eric et Michel, c'est bien. Merci qui? Merci Eric et Michel. C'est drôle, c'est pour rire. Bon, revenons quand même... à cette fermeture. Moi, quand on me dit que l'Arcom c'est indépendant, ça me fait bien rire. Indépendant de quoi? Indépendant de l'État. Mais quand on sait comment sont nommés les membres de l'Arcom, comment on peut dire que c'est indépendant? Ils sont nommés en partie par le président de la République, en partie par l'Assemblée, en partie par le Sénat. Quelle est l'indépendance? Est-ce que tu peux me dire quelle est l'indépendance? Non, mais attends, mais moi, tu me prends un parti d'un truc. Oui. Moi, tu sais que j'ai un point de vue différent. C'est-à-dire que la connerie, de mon point de vue, si vous me permettez d'être dans le ton Eric et Michel, bien connu, mais tu es un peu trop habillé pour l'émission quand même. Et donc, c'est une blague. Il fait froid. Je vais mettre le radiateur à fond. Donc, moi, quand même, de mon point de vue, la connerie de base, c'est de dire c'est l'État qui va distribuer les faisceaux TNT, je ne sais pas comment ça s'appelle, les canaux. Les canaux. Les fréquences. Les fréquences. De mon point de vue, de même que le groupe Bolloré, un Canal+, qui ne candidate plus à rien et qui existe en dehors de la TNT, il faut que chacun se prenne en main et dise moi je diffuse et puis je prends mes risques financiers, économiques et puis le meilleur survivra. Donc l'idée, l'État va nous garantir une fréquence privilégiée qui va être distribuée, etc.
Pour moi, l'erreur, elle est là, mais quelle que soit la chaîne. Ah, après, une fois qu'on candidate, on accepte les règles du jeu. D'accord. Donc pour toi, C8 n'a pas accepté les règles du jeu. Ben, moi, ce que je note, c'est que pour avoir... Après, j'ignore pas que c'est un sujet qui agace plein de gens, pour des bonnes raisons. Je me souviens d'avoir été lobbyé par quelqu'un qui la ramène sur « Je suis un opposant libertarien » sur blablabla, qui est un pipoteur de première, qui était venu me trouver en disant « Tu comprends, la chaîne numéro 23 qui a été attribuée à je ne sais plus qui, c'est une arnaque, blablabla. Bla, bla, bla. » Donc j'ignore pas que toutes les fréquences TNT ont été distribuées selon des critères qui avaient un caractère politique. Ah, bien sûr. Voilà. Donc on a une presse et une télévision politique. Oui, sauf que moi, ce qui me gêne, donc on rappelle l'argumentation, c'est de Macron, qui est juste, on en a parlé dans Chaos Global hier, donc regardez Chaos Global, je le remets en dessous de cette discussion avec Michel. Alors on dit, la TNT, c'est considéré comme un domaine public parce que ça bénéficie d'investissements publics pour être diffusé. Tout à fait. Et donc l'État dit, bah, c'est un domaine public, donc on est responsable. C'est comme, si tu me permets d'être polémique, les gens qui disent, moi je veux être reconnu par le ministère de la Culture pour avoir la TVA de 10 au lieu de 20, par la commission paritaire, le CPPAP, et qui te disent, mais je suis indépendant. Donc nous, au Courrier des Stratèges, on a fait le choix de ne pas candidater au label Information politique générale attribué par la CPPAP du ministère de la Culture pour avoir la TVA de 10. Ce qu'on a dit, c'est déjà de l'achat de voix, d'audience. Et je sais très bien que lorsque le ministère de la Culture reconnaît à un organisme de presse, y compris complotiste, comme un certain nombre prétendent, et après ont joué aux victimes, en disant, ils nous ont refusé la CPPAP, etc. Ah, on sait très bien, nous, quand on candidate, on se fait avoir. Tout à fait. Et donc, à un moment donné, soit tu veux dire ce que tu veux et échapper à la censure, et tu candidates pas pour la TNT, et tu attaques le fait que l'État réserve ses fréquences à un certain nombre de copains du pouvoir, et tu te bats politiquement, tu construis un rapport de force. Et ce que n'a pas fait Bolloré, soit tu joues aux passagers clandestins, ou aux hypocrites, ou à la cinquième colonne. Tu dis, moi je candidate, mais je veux être libre. Sauf qu'il y a un cahier des charges qui vous interdit d'être libre. Il faut l'assumer. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire, dans un premier temps, que l'Arcom dise respecter le cahier des charges? Mais il l'a fait. C'est là que moi ça m'agace. Ben, L'Arcom a sanctionné plusieurs fois C8. Oui, des dérives. Ben oui, des dérives en disant vous n'avez pas respecté les cahiers des charges. Mais les dérives, elles étaient énormément portées sur Touche pas à mon poste. Oui, mais donc, sauf que toi-même tu réduis C8 à Touche pas à mon poste. Mais oui, mais parce que c'est l'émission phare, voilà. Parce que c'est l'émission qui porte cette chaîne. Personne ne conteste ça. Ce qu'on dit, c'est que C8 s'est pris au total 7 millions d'euros d'amende sur plusieurs années du fait des dérives de Touche pas à mon poste, qui n'étaient pas conformes au cahier des charges auquel Bolloré a souscrit librement. D'accord. Libre à lui était de faire comme sur Canal+, de faire une chaîne à part. Sauf qu'il a décidé de rentrer dans un système avec un cahier des charges. Le cahier des charges, il le connaissait. Il s'est pris 7 millions d'amendes pendant des années parce qu'il ne respectait pas le cahier des charges. Il se prend la sanction. D'accord, mais est-ce que la sanction, c'est la fermeture? Moi, ce qui me gêne le plus, si tu veux, c'est que C8 et Touche pas à mon poste, c'était un espace différent de la presse. On y viendra. On peut y venir. On peut y venir tout de suite. D'abord, je voudrais compléter comme l'argument avant qu'on vienne sur le contenu de C8. Et encore une fois, moi, je n'ai jamais regardé l'émission d'Hanouna. Tu devrais. Alors dépêche-toi jusqu'à vendredi. Mais c'est au-dessus de mes forces. Non. Il faut faire un effort. Je vais expliquer pourquoi je la regarde pas. Pour parler des choses, il faut regarder. Mais je vais expliquer pourquoi. Mais avant, ce que je voudrais dire, c'est que moi, ce qui me saoule, c'est que le groupe Bolloré dans son ensemble, c'est-à-dire le Journal du Dimanche, Europe 1, le groupe Canal+, bien sûr, voilà, passent leur temps à dire faut que la justice soit sévère,
Oui, mais quand ça s'adresse aux Arabes et aux musulmans, parce que quand ça s'adresse à C8, faut être laxiste. C'est-à-dire, nous, on a souscrit un cahier des charges, on lui a chié dessus pendant des années, mais il faut être gentil avec nous. En revanche, quand c'est un Arabe schizophrène, qui donne un coup de couteau à quelqu'un dans la rue, là, il faut le massacrer. Tu vas bientôt rejoindre les filles si tu continues. Non, c'est juste qu'à un moment donné, on ne peut pas construire une démocratie sur un 2 poids 2 mesures. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. On peut pas expliquer. Moi, monsieur, je suis dans les 10 premières fortunes françaises. J'ai vendu mes affaires. Attends, parce qu'il faut quand même le rappeler. Bolloré, il a vendu ses affaires de port en Afrique 7 milliards à Alexis Kohler, à la famille d'Alexis Kohler. On y verra avec Alexis Kohler. En pleine campagne électorale présidentielle. Ouais. Donc le mec, quand même, il a porté Éric Zemmour en pleine campagne présidentielle. Puis une fois qu'il a signé son chèque, enfin une fois qu'il a reçu son chèque de la famille Kohler, il a laissé Zemmour. Il a laissé tomber Zemmour comme une vieille chaussette. Bien sûr. Et je suis donc le gars, c'est pas des affaires à 7 millions, c'est 7 milliards. Mais voilà. Mais ça je partage complètement donc le mec, ton analyse. Il est dans les principales fortunes de ce pays et il dit mais la justice quand elle s'occupe de l'OQTF qui gagne 1000 balles par mois, il faut aller taper dessus, mais moi, 8 milliards, vous me foutez la paix, j'ai le droit d'être au-dessus des lois. Et je vois, excusez-moi, je vais vous le dire en face, de pauvres cons qui sont capables de défendre ces news tout en disant, mais dans ce pays, il n'y en a que pour les riches et pas pour les pauvres. Mais vous n'avez pas compris que Bolloré, il est en train de vous expliquer qu'il doit y avoir une justice pour les riches, c'est-à-dire pour lui, qu'il l'exonère de ses responsabilités, et quand ça tape sur les pauvres, faut pas de pitié. Et les mecs te disent, ah c'est dégueulasse, la casse, elle nous exploite, on se fait marcher dessus. Mais attendez, vous êtes les premiers à le défendre lorsque vous défendez ces news. Aujourd'hui, Bolloré, c'est le principal mec qui demande une justice pour les riches, c'est-à-dire une justice. Oui, mais je l'assume. Mais je suis exaspéré par ces Français qui se font manipuler, qui disent c'est dégueulasse, les élus, ils en profitent, etc. Et nous, en bas de l'échelle, on se fait massacrer. Et CNews, c'est bien, sauf que CNews, c'est la justice pour les riches. Non, mais ça, je partage tout à fait ton analyse. Enfin, tu deviens sérieux. Oui, mais ce qui n'empêche pas que je suis contre la censure. Mais moi aussi. Donc, moi, je suis contre la censure pour tout le monde. Oui, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir un droit d'expression pour les riches, mais bien et sûr, les pauvres vous fermez vos gueules. Entièrement d'accord. Sauf que Bolloré, c'est quand même la ligne. Si t'es riche, t'as le droit de dire ce que tu veux. Si t'es pauvre, tu fermes ta gueule. Est-ce que tu crois que c'est à Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, de décider... Le lion se réveille. De décider du sort d'une chaîne et de choisir le candidat qui va diriger France Télévisions. Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée. Oui. Pourquoi tu dis que c'est lui qui décide ? Parce que moi, je l'ai vécu. Alors maintenant, je peux le dire ouvertement parce que c'est sorti dans la presse. C'est sorti dans le Point. Delphine Ernotte a été choisie, patronne de France Télévisions, a été choisie par Alexis Kohler. C'est quoi le lien entre les deux ? Alors, attends, déjà, je vais resituer les choses. Quand Roch-Olivier Mestre m'appelle pour me dire que je ne suis pas retenu et que j'ai quand même un très bon dossier, il me dit ce n'est pas nous qui avons décidé. Non, alors attends, il faut qu'on remette. Donc tu candidates à la présidence de France Télévisions en quelle année ? Il y a 4 ans. Et donc, le président du CSA, devenu ARCOM, s'appelle à l'époque Roch-Olivier Mestre, conseiller d'État. Oui, président donc de l'ARCOM. Donc tu es débouté. CSA. Je suis débouté et quand il m'appelle pour me dire que je suis débouté, il me dit, texto, c'est pas nous qui avons décidé, ça s'est joué dans le bureau d'Alexis Kohler. Là, je me suis dit, bonjour l'indépendance. Bonjour l'indépendance. C'est que l'Élysée, on rappelle, si tu me permets, au premier débat Macron-Marine Le Pen en 2017, on voit Delphine Ernotte se jeter dans les bras de Brigitte Macron, et on se dit, c'est pas carré. Ah non, tout en sachant que Emmanuel Macron n'apprécie guère Delphine Ernotte. N'oublions pas que Delphine Ernotte est quelqu'un de gauche qui... Macron aussi. Oui, je ne sais pas s'il est gauche de droit. Là, tu me poses une colle. Hein. Il a quand même été dans la campagne de Hollande.
Oui, bon, Hollande, on n'est pas là pour faire, le débat sur Macron parce que là, on en a pour longtemps. Delphine Ernotte n'a fait que, dans tous ses mandats, faire rentrer à France Télévisions le wokisme, avec, tu te rends compte, en prime time, une émission le samedi soir de drag queen. C'était quoi? Ah ben quand tu regardes un peu plus la télévision, tu te rendras compte. J'ai un poste, mais il est pas relié. Excuse-moi, mais c'est pas le rôle du service public. C'était quoi cette émission? C'était une émission, c'était des drag queens qui... Moi j'ai vite zappé parce que sincèrement, j'aime bien moi les drag queens. Bon, ça c'est ton problème. Mais c'est pas un problème, c'est une solution. Mais si tu as envie... Mais c'est pour rire. Non, mais c'est ton droit. Moi, je ne suis pas là pour te censurer non plus, si tu as envie. Mais ce n'est pas le rôle du service public. Revenons à Alexis Collère. Donc, moi, ce qui m'a interpellé, dans la semaine dernière, Hanouna, alors il l'a mis au conditionnel, donc je le mettrai au conditionnel, a accusé de nouveau Alexis Collère d'avoir monté un dossier à charge sur C8. Et que c'est lui qui a décidé de la fermeture de C8 sans qu'Emmanuel Macron soit au courant. Et que quand Emmanuel Macron a dit c'est pas politique comme choix. Oui, mais quand Emmanuel Macron, toujours dixit Cyril Hanouna, quand Emmanuel Macron a appris ça, ça l'a rendu furieux, mais il ne pouvait plus intervenir parce que si il était intervenu, on aurait dit, bien entendu, le président de la République est en train de sauver lui-même C8. Donc, il s'est retiré. Voilà. Il n'a pas voulu faire quoi que ce soit. Quel est l'intérêt d'Alexis Collère à flinguer C8? Alors, tu l'as dit, mais là, moi, je n'ai pas tous les éléments. C'est sa relation avec Bolloré. Parce que la famille Collère a mis 7 milliards dans les affaires de Bolloré. Je ne sais pas, oui. Mais la famille Aponte, c'est un famille de sa femme. je ne sais pas. Pour être précis. Je ne vais pas m'avancer sur ce terrain parce que je n'ai pas tous les éléments. Mais quand tu vois que Alexis Collère refuse de passer devant une commission parlementaire pour être entendu sur les finances de l'État, il est au-dessus des lois. Oui, il fait tout ce qu'il veut. Il choisit les dirigeants de chaîne, il décide de tout ce qu'il peut faire sur la France. Non mais où on est? Je vais répondre sérieusement, parce que je suis le premier à avoir parlé de l'affaire Collère-Aponte MSC. Mediapart a repris l'affaire ensuite sans jamais me citer, mais enfin, ouais, on ne cite pas un organe de presse libre. Surtout que Mediapart, bon voilà, bon. On épiloguera pas, mais enfin, c'est quand même du Canada Dry, bref. Mais donc, moi, j'ai aucun problème à mettre en cause Collère. Simplement, on peut imaginer que les décisions qu'il prend ou les interventions qu'il fait sur un dossier comme par exemple C8, est-ce qu'on renouvelle l'autorisation de C8 à utiliser une fréquence TNT, il les prend au nom du président de la République, c'est-à-dire que tout le monde préjuge d'une confiance entre eux. Après, s'ils ne se sont pas mis d'accord et qu'il y en a un qui a abusé l'autre, c'est une chose. Je pense qu'il y a de l'eau dans le gaz entre les deux, parce que... on utilise ça pour un couple. Cette expression d'habitude. Parce que je préfère je préfère qu'on précise quand même une chose, parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur Emmanuel Macron. Oui, non, il y a une relation professionnelle entre eux. Mais que Alexis Collère est partant. Quitte son poste. Voilà. Il paraît qu'il va aller travailler à la Société Générale. Oh, il va aller, dans la banque retail, comme on dit, c'est-à-dire dans la banque de détail, ce qui n'est pas un excellent reclassement, ce qui pose certaines questions d'ailleurs. Mais a priori, ça fait quand même 8 ans qu'il travaille, même plus que ça, puisqu'il se connaissait avant la présidentielle. Bien sûr, main dans la main. Un certain nombre d'années qu'il travaille main dans la main. Bien sûr. Donc quand Alexis Collère, je me fais avocat du diable, mais c'est parce que, je le redis, je ne suis pas un colérien, mais je suis un colérique, mais pas un colérien. Mais c'est pour la qualité de l'information. Quand Alexis Collère dit on ferme C8, bien malin celui qui est capable de dire Macron n'est pas partie prenante à cette décision.
On ne sait pas au fond. Non, je pense que ça mérite qu'il y ait une enquête, une investigation là-dessus. Effectivement. Ça me paraît important. Mais, bien sûr, mais je suis tout à fait d'accord. Donc c'est pour ça que je vais doucement là-dessus, parce que voilà, j'ai des informations, mais en tant que journaliste, moi je suis de la vieille école, je recoupe systématiquement mes informations. Si je n'ai pas rien n'exclut sur le fond que Macron, dans une duplicité, c'est des hypothèses, on ne dit pas que c'est vrai, mais il y a soit que l'heure a pris une décision dans son coin, Macron n'était pas au courant, soit il en a parlé à Macron en amont, il n'y a aucune trace de ça, et Macron lui a dit, vas-y, on va jouer les deux tableaux, personne ne sait. Personne ne sait. Ça existe, ça, dans le Pour pouvoir. l'instant, je ne fais que répéter les informations que j'ai pu avoir de Cyril Hanouna. Voilà. Bon, bravo, c'est ton pote. Est-ce qui est possible? Non, c'est pas mon pote. Mais si tu veux, moi je défends quelque chose qui n'existe plus. Et c'est pour cette raison que toute ma carrière, malheureusement, et c'est pas maintenant que je changerai, moi je me suis toujours battu pour une éthique. Cette éthique, elle n'existe plus. On est dans un monde où on se fout complètement de l'éthique. Explique-nous ce qu'est l'éthique. Mais quelque chose dans ce cas-là, dans ce cas précis. Déjà d'une indépendance, il faudrait déjà commencer par une indépendance. Faut arrêter de nous faire croire que l'Arcom est indépendant. Alors après, je ne sais pas, je n'ai pas encore d'idée précise parce que c'est très compliqué. Qui pourrait se permettre de juger le fonctionnement de l'audiovisuel? Voilà. C'est de quelle façon? C'est une réflexion qu'il faudrait peut-être avoir. Mais le système actuel est un système politisé. France Télévisions est un système politisé. Quand je vois, et moi je suis scandalisé, Léa Salamé, qui fait toutes les émissions sur France Télévisions. Elle n'a plus une minute à elle. Je ne sais pas comment elle fait pour faire son ménage. À mon avis, elle ne le fait pas. Et pour s'occuper de son mari. Oui. Mais c'est une bonne phrase. Alors, parlons de son mari. Il était son concubin. Oui. Je ne sais pas s'ils sont mariés. Il était quand même candidat aux élections européennes. Sur une liste socialiste. Voilà. Donc, est-ce qu'on l'a retirée de l'antenne? Pas du tout. Elle a continué à faire ses émissions. Elle a continué à faire de la propagande. Elle a une émission sur France Inter. Elle a plusieurs émissions sur France Télévisions. Elle anime tout ce qui peut être animé. À un moment donné, il faut laisser aussi la place à des personnes qui sont indépendantes, qui ne sont pas politisées. Ça prend du temps d'animer une émission? Ah ben bien sûr. Alors elle a toute une équipe, bien sûr. Mais je trouve que c'est scandaleux. On est devenu avec Delphine Ernotte, alors je ne vais pas totalement la casser parce que ça s'est fait aussi auparavant, on a des journalistes du service public qui sont pour moi des mercenaires. Tu le vois, parce que, je vais prendre un exemple de C'est à vous, que tu ne regardes pas. Ça c'est sur la 5. Oui, c'est sur la 5. Il y a alors, c'est ton copain Cohen, comment il s'appelle? Non, c'est pas mon copain. C'est Arthur Cohen? Non. Non. Daniel, non. Non, mais cherche. Raphaël, non. Bon. Merde. Qui, lui, pour l'instant, il est en train de taper énormément sur CNews, sur Europe 1, sur Pascal Pro, parce que qu'est-ce qu'il vise? Il vise à prendre la direction de Radio France. Il fait de la propagande à travers les émissions de C'est à vous, qui sont des émissions faites par une boîte indépendante qui est la plus grosse d'Europe, Media One. Donc le service public rachète des émissions. Qui dirige Media One? Comment il s'appelle? Je connais que lui. C'était l'ancien président il a encore des parts de Caen, le club de football de Caen. Oui, ils ont beaucoup de liens. On parle foot demain. Retrouvez l'émission avec Michel demain sur le foot. Il va nous parler de la crise du foot. Et Caen, qui a été racheté en majorité par Mbappé. Oui. Mbappé dirige l'actionnaire principal de Caen maintenant. Il joue pas à Caen. Non, il joue au Real Madrid. Bon, on reparlera de ça. On parle demain. Rendez-vous demain l'émission Les Dessous du foot avec Michel. Et donc, on
on a des journalistes que tu vois sur RTL, sur Europe 1 et tout ça, et qui viennent sur le service public. Moi, si j'étais président du service public, il n'est plus question d'avoir des journalistes qui soient à droite et à gauche. Ils sont sur le service public, point. Attends, il y a des journalistes qui sont de droite? Ah, la tête qui fait. Ça, j'ai un peu du mal. C'est des espèces en voie de disparition. Hein. Quand on voit ce qui s'est passé lors du débat avec Bardella sur le plateau de France Télévisions, où là, l'Arcom, on ne l'a pas vu intervenir derrière. Alors, Bardella, c'est pas ma tasse de thé non plus, hein, je le précise. Mais il y a en régie quelqu'un qui a mis derrière son dos merde. Ah bon? Eh oui. Dans le direct. C'est bien quand même, fallait oser. Mais il n'y a pas eu de sanction de l'Arcom, hein? Bon, je vois qu'il défend quand même l'Arcom. Bon, on va. Non, mais... Attends, je vais te dire à quelle heure on est, parce qu'on n'est pas loin. La fin de cette émission. Donc toi, ce que tu dis, c'est qu'il ne faut pas censurer C8. Non, je dis en tout cas de la façon dont ça se fait par un organisme qui n'est pas indépendant, qui a été confirmé par le Conseil d'État, qui n'est pas non plus indépendant, parce qu'il n'y a plus rien d'indépendant en France, hein. Que ce soit le Conseil constitutionnel, que ce soit le Conseil d'État, que ce soit... Poujati. Mais c'est une réalité. Mais est-ce qu'il y a déjà eu des choses indépendantes en France? Bon, ça c'est une bonne question, hein. Ouais, mais elles le sont de moins en moins, je pense. Et il est temps que les gens se réveillent. Voilà. Moi je pense qu'on est arrivé à un moment... Alors, ça veut dire quoi que les gens se réveillent? Puisqu'ils vont te dire on peut rien faire monsieur, on est des petites gens. Bah oui, mais c'est en manifestant son mécontentement, en essayant petit à petit à se mettre ensemble pour essayer d'aller voir qu'est-ce qui peut se passer d'autre que dans les circuits habituels. Il faut comme nous, on essaye. On réussit. Et le courrier des stratèges n'essaye pas, il réussit. Oui, à essayer de déstabiliser et essayer. Je pense que les gens ont envie d'avoir une meilleure éthique, ont envie d'avoir une classe de politique qui soit réellement au service du citoyen. Alors le travail, il est long encore. Bon, on n'essaye pas de déstabiliser. On réussit à faire prendre conscience, je tiens à le préciser, parce que je vais encore avoir des problèmes avec les services qui vont m'expliquer, oui, mais non, mais monsieur... Ah non, on n'appelle pas. Je vais encore être convoqué au palais de justice. Non. On a reçu une dénonciation de Bertrand Scheller, vous êtes convoqué. Et donc, j'en ai marre de passer mon temps au palais de justice. Bon, tu sais, les dénonciations anonymes de Bertrand Scheller, je sais. comme en 42. Bon. Alors, ouais. Bon, voilà, je suis effectivement contre la censure. Je pense qu'il faut... Parce que si on commence comme ça, on ne sait pas jusqu'où elle peut aller. Voilà. Bon, on se retrouve demain avec Michel pour une émission sur le foot. Bien sûr. Quelle horreur. Ah ben non. Quel sport vulgaire. Le football, de petites gens, le football n'est pas épargné mais par les crises. Tu vas nous parler de ce qui se passe dans les vestiaires des matchs de foot après le match. Ouais. Il paraît que ça y va. Ouais, mais c'est pour rire. Non, mais c'est... Je pense que actuellement, la Ligue professionnelle est en train de subir de nouveau une crise. Pour la raison très simple, hein, on va pas le faire. Non, mais tu nous l'as fait demain. Oui, mais c'est qu'on ne déflore pas le sujet. Je dis rien. Bon, on se retrouve de toute façon pour des interviews, parce que c'est que je fais un petit break cette semaine. On se retrouve avec une interview d'Ulrich Reisner sur la situation en Allemagne et une émission si De Gaulle était là vendredi avec Édouard Husson, lundi prochain KO Global, mercredi prochain, c'est-à-dire pas le premier mercredi de mars, à une émission avec Thierry Messon où on refera un peu de polémique, et puis une petite surprise sans doute vendredi. Ah, j'aime bien les surprises, moi. Tu vas regarder ça, tu vas être étonné. À très bientôt. Merci à vous.